L'année 1961, le calme règne au Portugal. Les peuples heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire. Plus heureux encore, semble-t-il, lorsqu'ils en ont une à contempler. Les fêtes d'Henri le Navigateur permettent au gouvernement et au peuple de communier dans la ferveur d'un passé glorieux. Depuis une pleine génération, un professeur austère, méditatif, gouverne le pays selon les règles d'une sagesse conservatrice. Le docteur Antonio de Oliveira Salazar est pour la nation un père sévère, mais incontesté. Incontesté vraiment. Quittant soudain les prospectus de tourisme pour entrer dans l'histoire, un paquebot de croisière, le Santa Maria, attire brusquement l'attention internationale sur les eaux tranquilles où le Portugal somnolait à l'abri de la curiosité. Un homme, Henrique Galvão, pirate pour les uns, libérateur prophétique pour les autres, choisit la haute mer pour lancer le défi de la rébellion. Mollement poursuivi par les alliés du Portugal, il reçoit asile au Brésil. Rendu à ses propriétaires légitimes, le Santa Maria rentre à Lisbonne. Salazar, le méditatif, a préparé sa revanche. Contrairement à ses habitudes, il se mêle à la foule et se fait acclamer. « Portugais, dira-t-il, je vous remercie. » C'est tout, l'incident est clos. Pas tout à fait, car de toutes parts, la curiosité continue de converger sur Lisbonne, capitale d'un empire des temps anciens, qui tient tête à l'évolution de l'opinion internationale. Salazar refuse-t-il toute évolution? Depuis plus de 30 ans, il méprise les formes verbales de la démocratie. J'ai pensé que les Portugais de tous les continents avaient le droit de savoir quel chemin nous estimons devoir suivre dans les graves circonstances actuelles. Tous ceux qui s'intéressent à la discussion pourront évaluer le poids de leurs propres responsabilités, car ils ne doivent pas supposer que le sort de millions d'hommes, l'ordre et la paix de leur existence, le fruit de leur travail, les principes de la civilisation qu'ils ont adoptés, peuvent être laissés à la vacuité des discours de comices et à l'anarchie des mouvements libérateurs que l'on nous annonce. Pour nous, nation composite, il est possible que du mouvement actuel dérivent de graves conséquences. Le gouvernement est prêt à examiner toutes les suggestions tendant à modifier les structures administratives, sauf celles qui peuvent affecter l'unité de la nation et l'intérêt général. Ce discours prononcé au Parlement portugais le 30 novembre 1960 est-il encore valable? Le Portugal est-il sur le point d'évoluer? C'est la question que l'on se pose dans le monde entier avec plus ou moins de sympathie, selon les tendances. Continent sans visa s'est rendu sur place pour interroger directement les responsables de la situation. Nous avons recueilli sans préjugés, sans hostilité, mais aussi sans complaisance, les déclarations qu'on était prêt à nous faire. Il n'y a pas de parti au Portugal, mais il y a tout de même une organisation politique sur laquelle s'appuie le gouvernement pour orienter l'opinion publique et organiser les élections. C'est l'Union nationale. Son président, un ancien ministre, vous parle. Monsieur Fernandez, qu'est-ce que l'Union nationale? L'Union nationale est une association avec personnalité juridique, sans caractère ni esprit de parti et indépendant de l'État. La Chambre des députés, vous trouvez là, parmi les députés, des hommes absolument indépendants, parce qu'il faut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être associé de l'Union nationale pour être député. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les délibérations de l'Union nationale si l'on se préoccupe de ce qu'on a appelé à l'étranger le problème de la libéralisation du régime et particulièrement celui de la censure de presse? Oui, oui, évidemment. Et comment ça c'est, disons, les problèmes plus vifs qui est toujours abordé avec plus d'enthousiasme, avec parfois de passion. Même l'Assemblée nationale s'est occupée de ça, du point de vue de liberté, des libertés, si vous voulez. Et disons, en premier lieu, la liberté de la presse. La presse est soumise au visa de censure. Comment justifiez-vous cette mise sous tutelle? Les journaux n'ont pas la permission de commettre des crimes. Or, il y a des crimes de presse, comme vous savez. Comme il y a les autres crimes de droit commun. Si le journaliste a enfamant l'honneur d'une personnalité ou l'honneur de la patrie ou quelque chose comme ça. La tendance moderne du droit pénal, c'est de prévenir les crimes. Si vous permettez, Monsieur le Président, ce n'est quand même pas de tenir les citoyens sous tutelle préalable. Non, pas de ça. C'est une question différente. C'est que je pense
qu'il y a certains points et déterminés points que, à mon point de vue, en plan personnel, la presse ne doit pas être libre de s'y occuper, c'est-à-dire tout ce qui détourne l'opinion publique. Mais naturellement, je suis pour la plus grande liberté de la presse quand il s'agit de la critique aux actes de l'administration. Les actes du gouvernement, les actes administratifs doivent être sujets à la critique la plus dure. Dans ce cas, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'il serait également souhaitable d'organiser sur le plan politique le mécontentement, de légaliser en quelque sorte l'opposition et lui donner un statut légal? Oui. Je vais répondre tout de suite que je ne suis pas pour une opposition légale, parce que ça veut dire une opposition systématique à tout ce que fait le gouvernement. Nous avons entendu que la gravité de la situation exigeait des moyens aussi différents des autres fois, et nous avons changé le procédé. Et au lieu de simple représentation écrite, nous avons demandé une audience au président et nous avons fait l'exposé de toute l'alarme qui va au pays, des raisons de nos inquiétudes, et nous avons présenté la solution que nous croyons l'unique solution du moment, que c'est le changement du gouvernement et la création d'un gouvernement qui ait la confiance nationale et qui restitue d'abord au peuple portugais les droits fondamentaux qui lui manquent. Ce qui m'offense le plus dans le régime de Salazar, c'est justement le mal qu'il a fait pour l'éducation de la jeunesse. Quand celle-ci est privée des meilleurs professeurs, des rares scientistes qui sont forcés à abandonner l'université et abandonner le propre pays en s'exilant et en travaillant dehors et produisant dehors ce qu'ils devaient donner à la patrie, alors je crois que là c'est un grand mal, impardonnable pour ce qui regarde les responsabilités de Salazar. Cet homme, il parle pour l'opposition libérale, celle que l'on a prise à l'étranger pour l'opposition légale. Un porte-parole gouvernemental nous a détrompés. Il n'y a pas d'opposition légale, mais 3 citoyens seulement qui ont été reçus par le président de la République. Nous les entendrons encore. Mais pour l'instant, que pense le gouvernement de ses engagements outre-mer? Voici l'amiral Lopez Alves, ministre de l'Outre-mer, qui nous reçoit. L'opinion internationale se demande si le gouvernement portugais a l'intention de maintenir le statut de province nationale à ces territoires africains, malgré l'agitation qui les entoure. Il faut vous dire avant tout que ce n'est pas une politique du gouvernement portugais le fait de que les territoires, nos territoires d'outre-mer sont des provinces et pas des colonies. Ça, c'est une question de structure nationale et qui parvient du sentiment du peuple et pas d'aucune doctrine, pas d'aucune détermination du gouvernement. C'est le gouvernement qui se conforme avec les sentiments du peuple. La chose vient du peuple et ne vient pas du gouvernement. Mais que pensez-vous faire si l'on admet qu'elles peuvent être soumises, ces populations, à une propagande qui ne connaît pas de frontières? Nous pensons faire exactement la même chose que nous avons fait depuis des siècles. C'est parce que nous considérons tous ces gens des territoires d'outre-mer comme nos égaux. Nous les avons traités toujours avec un parfait respect des droits de l'homme, de façon que nous savons qu'ils se considèrent comme portugais, avec pour la plupart la même langue, les mêmes idéaux, la même façon de penser, le même patriotisme que les Portugais du continent en Europe. Tout le sens impérialiste
de l'occupation des territoires doit être abolie. Ensuite, je peux vous affirmer que nous devons consacrer toutes nos forces, toute notre intelligence, tout notre savoir et tous nos sentiments d'humanité dans le sens de la civilisation des peuples nègres qui doivent être placés avec la question des droits de l'homme bien en face dans un niveau supérieur. Le Portugal n'est pas seulement une puissance eurasiatique et eurafricaine, c'est aussi un partenaire de l'Association européenne de libre-échange. Considéré en Europe comme un pays agricole en cours de développement, il entend néanmoins tenir ses engagements auprès des 7, ce qui implique pour lui un gros effort d'investissement et sans doute de réforme. Sur le plan européen, le Portugal avait obtenu un régime spécial pour la protection de ses jeunes industries. Il a annoncé néanmoins à Genève qu'il abrégerait de 2 ans ce délai de protection et se mettrait dès 1963 au régime des autres membres de la ELE. Jusqu'ici, d'autre part, les territoires d'outre-mer étaient séparés par un cordon douanier. M. Oliveira, secrétaire d'État au commerce extérieur, nous a annoncé que cette protection allait être abolie au cours des 10 prochaines années. Le Portugal traverse à ce moment une phase extrêmement importante de sa vie économique, étant donné que, d'un côté, nous sommes en train d'établir l'intégration du marché national. D'un autre côté, la métropole portugaise est en train de faire la fusion du marché portugais avec les marchés des pays membres de la zone de libre-échange, de la zone de Stockholm, comme vous le savez. La politique de libéralisation vers l'extérieur est juste, mais nous ne pouvons pas comprendre la désharmonie entre une politique de libéralisation envers l'extérieur et maintenir envers le peuple portugais, envers l'économie nationale, une organisation anachronique, une organisation corporative, moyenâgeuse, et qui est, à mon avis, le coupable du niveau de vie si bas de notre peuple et la stagnation de toute l'économie nationale. Sur le plan portugais, je vous ai dit que nous sommes en train d'établir l'intégration portugaise, c'est-à-dire de former une économie nationale dans l'espace portugais, l'espace européen, africain, asiatique, etc. Il n'y aura dans quelques années qu'un seul marché portugais. Je suis absolument sûr que le désarmement de la protection douanière, en faisant disparaître le marché national et en faisant apparaître un grand marché, nous permettra de faire aussi disparaître cette incompatibilité entre la dimension optimale des industries et la dimension du marché. Évidemment, cela nous conduira à une transformation énorme, même de notre structure au point de vue industriel. La menace qui pèse par suite du nationalisme africain sur l'avenir de ces provinces ne crée pas une menace pour le régime lui-même? Non, pas pour le régime. Ce serait une menace pour la patrie. Ce serait une menace pour la survivance du Portugal comme pays. Ça a été comme ça reste. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Après une génération entière en marge de l'histoire contemporaine, le Portugal se trouve projeté par les traditions mêmes de sa propre histoire sur l'avant-scène de l'actualité. Il ne la quittera pas si facilement. Le destin de ces hommes, de ces femmes, est entre les mains d'un penseur de 72 ans qui depuis 33 ans écrase ses ministres de sa supériorité intellectuelle et qui n'a guère songé, semble-t-il, à organiser sa succession. Il faudra bien un jour que ce peuple soit traité en adulte. Inéluctablement, le développement économique fera craquer les anciennes structures, créera de nouveaux types d'hommes, de nouvelles revendications certes, mais aussi de nouvelles dignités. Un grand passé n'a de sens que s'il appelle un grand avenir. C'est dans ce sens que travaillent déjà les forces vives du Portugal.